On a l'habitude, lorsque la conférence est ici, de faire une sorte de revue de presse. Alors je vais un peu vous faire patienter par une revue de presse qui s'est déroulée en Europe les mois précédents, pas très très long, mais donner un certain nombre d'éléments sur ce registre. Alors, si l'on regarde la vie politique dans les États européens, quelques éléments. La chancelière a été faite, en quelque sorte, la personnalité de l'année par le Time aux États-Unis. Ça a été largement salué en Allemagne et parfois dénigré en Allemagne. Pourquoi Mme Merkel a ce statut un peu particulier? Il y a eu les événements, les agressions à la gare de Cologne. Un élément important aussi à avoir à l'esprit. La police a, dans un premier temps, considéré que c'était des immigrés. Dans un deuxième temps, la police ne dit plus tout à fait cela, mais c'est un élément intéressant et important. Au Danemark, référendum négatif le 3 décembre, référendum négatif contre le renforcement de la coopération avec l'Union européenne en matière de police, de sécurité et pour garder la souveraineté en matière d'immigration. Et le Danemark a aussi adopté une législation extrêmement sévère en matière de droit d'asile, en réduisant de manière très stricte la question du droit d'asile. Il y avait même eu l'idée qu'il fallait prendre les biens des immigrés jusqu'à l'alliance des immigrés pour prendre leurs biens, tout ce qu'ils avaient en or sur eux-mêmes. La loi n'a pas été jusque-là, mais la loi a durci les règles en matière d'immigration. Je rappelle que les biens des immigrés sont pris aussi par les Suisses ou par les Allemands. Les Allemands font exactement la même chose à l'entrée en Allemagne concernant les biens qui dépassent un certain seuil, c'est-à-dire 1200 euros. Alors, autre élément, en France, le Front National a indiqué, après un séminaire d'études, qu'il était tout à fait pour la sortie de l'euro, pour la récupération de la souveraineté économique et monétaire. Ça s'est passé relativement récemment, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, alors que les Français sont favorables au maintien de l'euro. Le président Hollande et la chancelière se sont retrouvés relativement récemment pour faire un peu mise au point sur leur point de vue, notamment sur la question des réfugiés en Europe, sur la question du Brexit britannique bien évidemment, et sur les questions aussi en matière de politique monétaire. Et on montrait qu'elles étaient relativement en accord sur ces différents sujets. Ça s'est passé à Paris il y a peu de temps. En Grande-Bretagne, le Parlement britannique a voté pour la participation de l'armée britannique aux frappes aériennes en Syrie. Elle ne faisait auparavant qu'en Irak, elle fait aussi maintenant en Syrie, une décision du début décembre. La Pologne a adopté une législation sur les médias pour contrôler de manière très rigoureuse et pour fermer, on pourrait dire, les choses, fermer la voie presque des médias, loi sur les médias, et ça a entraîné que le commissaire en charge de ces sujets a considéré qu'il fallait mettre Varsovie sous surveillance, commissaire européen, mettre Varsovie sous surveillance, atteinte aux libertés d'expression et atteinte aux contre-pouvoirs potentiels. Il y a eu une manifestation extrêmement importante à Varsovie, 20 000 personnes manifestaient contre cette loi sur le contrôle des médias. En Slovaquie, le Premier ministre qui prépare les élections législatives, qui vont se tenir dans 2 mois maintenant, et son cheval de bataille, protéger le peuple slovaque contre l'invasion des musulmans, c'est le thème majeur de ces discours. Si l'on regarde aussi, autre point, là j'ai regardé les États, autre point, la crise migratoire et l'espace Schengen. Sur ce registre-là, à la fin de l'année dernière, le cap du million d'immigrés en demande de statut de réfugié a été atteint. À la fin de l'année dernière, on commence à dépasser ce chiffre aujourd'hui. Le commissaire européen chargé des questions d'immigration considère qu'il faut créer un corps européen de garde-frontières. Le président de la Commission considère qu'il faut créer un corps de garde-frontières. Monsieur, sur ce registre-là, il y a d'autres éléments encore, mais je ne vais pas tout évoquer, ça ne paraît pas indispensable, le temps est court. Autre élément, beaucoup considèrent que l'espace Schengen est en très grande difficulté parce que le contrôle aux frontières est revenu. Il est revenu en Suède, il est revenu au Danemark, il est revenu en Allemagne, il est revenu en Autriche, il est revenu en France. Contrôle aux frontières intérieures, je dis bien, pas seulement les frontières extérieures, mais aux frontières intérieures, c'est un élément important. Alors toujours sur ces sujets vastes, il y a aussi d'autres éléments.
il y a l'idée, la Commission l'a considéré que, vous savez que les ministres de l'Intérieur considéraient qu'il fallait mettre la Grèce hors de Schengen pour contrôler plus les frontières grecques. Le président de la Commission européenne a considéré qu'on ne pouvait pas faire un Grexit à l'égard de la Grèce pour les mettre à l'extérieur de Schengen. Des propositions pour relancer l'Union européenne. J'observe simplement le programme de la présidence néerlandaise qui a commencé le 1er janvier de cette année. 4 priorités: une approche intégrée des migrations et de la sécurité internationale de l'Union européenne, une Europe innovante et créatrice d'emplois, des finances européennes solides et durables, une politique énergétique et climatique d'avenir. C'est les 4 grandes propositions. Je ne rentre pas dans le détail, ça ne paraît pas indispensable sur ce registre. Et puis aussi une tribune récente qui est, disons, plus optimiste que la tribune du Monde d'hier, sur que l'Europe, c'est fini, le rêve européen est terminé. Une tribune intéressante des 2 responsables de la Banque centrale française et Banque centrale allemande, sur renforcer l'intégration de la zone euro avec des propositions de créer un trésor européen, une administration du trésor européenne, ce qui est tout à fait intéressant à observer. Autre thème, le Brexit. 53% des Britanniques se sont dit favorables à la sortie de leur pays de l'Union européenne. C'est un sondage qui a été réalisé le 17 janvier de 2016. 17 janvier 2016, c'est la première fois qu'un sondage m'a montré en quelque sorte un pourcentage élevé d'opposants et de vouloir quitter l'Union européenne. M. Valls, dans les entretiens de Davos, a dit la chose suivante: si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est la dislocation du projet européen qui se prépare derrière. Ça a été dit à Davos le 21 janvier de 2016. L'Union européenne a fait des propositions pour éviter que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, et M. Tusk a fait ses propositions, et c'est le 18 février de ce mois que ces propositions vont être examinées. Propositions sur la gouvernance économique, la zone euro, propositions sur la compétitivité, la souveraineté, l'intégration politique, et propositions aussi sur la libre circulation, avec, disons, le fait de céder au Royaume-Uni sur un certain nombre de points qu'il le souhaitait, notamment sur les avantages sociaux des ressortissants européens qui vont au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni pourra ne pas leur donner pendant au moins 4 ans avant qu'ils puissent être accordés. C'est ce que propose l'Union européenne au Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne. C'est un élément important. Et pour faire la transition, l'Europe et la Turquie, les négociations ont été débloquées avec Ankara. L'Union européenne a relancé le processus de négociation avec la Turquie, ouvert des pourparlers d'adhésion au même moment où elle l'ouvrait avec la Serbie, cette fois-ci aussi sur ce point. La Turquie, pour la gestion des migrations, l'Union européenne a approuvé le 3 février de cette année les modalités du financement du fonds d'aide de 3 milliards d'euros destinés aux 2,5 millions de réfugiés syriens vivant sur le territoire turc. Donc l'aide promise à Ankara a été en quelque sorte acceptée et débloquée par les États européens. Ça fait une excellente transition pour passer la parole à Jean-Marc Fou. Jean-Marc Fou, moi je le connais depuis 25 ans, donc c'est côtoyé très fréquemment à l'Institut d'études politiques, avant qu'il s'en aille vers l'Égypte, vers la Turquie, un long moment aussi. Et Jean-Marc Fou est professeur de droit public, il est le responsable des relations internationales de l'Institut d'études politiques de Grenoble, et il s'est fait une véritable spécialité, ce n'était pas celle du départ, si je me souviens de la thèse, même de sa thèse de doctorat, mais une spécialité sur la Turquie, mais pas seulement la Turquie, aussi le Moyen-Orient et les pays méditerranéens, avec des responsabilités pour un master en la matière. Merci Jean. À toi. Oui, le sujet qui m'a été confié est comme toujours un sujet qui est difficile, parce que c'est un sujet qui est en perpétuel renouvellement. Mais je dois vous dire que d'ailleurs, et c'est significatif, ça fait un certain temps que je n'avais pas vraiment fait une conférence sur l'Europe et la Turquie, ou la Turquie et l'Europe, ou la Turquie et l'Union européenne. Le fait qu'effectivement on m'ait demandé de parler ce soir sur ce sujet, et Henri faisait allusion justement en parlant
de la relance récente du processus de négociation avec l'ouverture d'un chapitre. En réalité, pratiquement depuis 2010, la candidature de la Turquie est enlisée, bloquée, puisqu'il n'y avait qu'un seul chapitre qui avait été ouvert depuis 2010. Bon, ça en fait deux depuis entre 2010 et 2015, donc vous voyez que c'est assez faible et qu'on a l'impression que cette candidature était complètement bloquée. Ça sera d'ailleurs ma conclusion. Est-ce qu'on assiste ou non à une relance de la candidature turque dans un contexte qui en réalité est quand même très paradoxal et ambigu, parce que c'est celui de la crise des réfugiés, qu'on a l'impression que finalement les autorités européennes se sont brusquement réveillées en réalisant le rôle que la Turquie pouvait jouer dans la gestion de cette crise, et en se disant que peut-être il serait bien de renouer finalement avec la Turquie pour essayer d'aborder cette crise. Et d'ailleurs, j'ai été convié il y a quelques semaines à une interview pour le magazine Diplomatie qui va faire son prochain numéro spécial sur les migrations. Depuis cette interview, d'ailleurs, j'ai l'impression même que ce que j'ai pu dire était déjà dépassé par les éléments. Eh bien, moi je vais essayer, notamment dans cette présentation quand même, de revenir à l'histoire de cette candidature. Voilà un peu quel est mon sommaire, c'est-à-dire revenir sur cette relation qui effectivement est complexe. Je vais vous montrer pourquoi elle est complexe, voire atypique, cette relation turco-européenne, atypique par rapport aux autres démarches d'adhésion s'entend, parce que les liens turco-européens sont des liens forts. La Turquie a été, en tout cas l'Empire ottoman a été d'abord un empire européen, bien avant d'être un empire asiatique. Mais je voudrais revenir un peu sur cette relation complexe de la Turquie et de l'Europe, ensuite parler des enjeux initiaux qui ont été les enjeux véritablement initialement de la candidature de la Turquie, pour en venir justement au pourquoi d'enlisement de cette candidature et aux enjeux les plus contemporains qui signeront ma conclusion. Alors, une relation complexe, voilà. Une affiche justement de l'OTAN, le premier président de la commission, Walter Hallstein, quelques mots pour dire, on dit souvent, les médias disent, ah oui, la Turquie qui évolue vers l'Europe depuis Mustafa Kemal Atatürk. Or, c'est à la fois vrai et à la fois faux, parce que s'il est vrai que la Turquie, notamment dans ses réformes dites de modernisation, avant même d'ailleurs Mustafa Kemal Atatürk, dès le XIXe siècle, avec les mouvements des Tanzimat, la période jeune turque, s'est inspiré effectivement de modèles européens pour se réformer, en particulier l'objectif de l'Empire ottoman en l'occurrence c'était d'enrayer son déclin. Si effectivement les réformes de Mustafa Kemal se sont inspirées effectivement des systèmes politiques et des sociétés européennes, en réalité la politique de Mustafa Kemal n'était pas du tout une politique véritablement soumise à l'Europe, une politique d'intégration européenne. Au contraire, c'était une politique d'indépendance nationale. Et en réalité, et je crois qu'il faut prendre conscience de ça, la politique européenne de la Turquie et la volonté d'intégrer l'Europe sont le résultat d'une sorte de tournant de la politique étrangère de la Turquie, c'est-à-dire une entrée de la Turquie dans le bloc occidental après la Deuxième Guerre mondiale, auquel elle n'avait pratiquement pas participé. Et donc, il y a là un pays qui avait mené d'ailleurs une sorte de politique tiers-mondiste avant la lettre, à l'époque de Mustafa Kemal, qui est entré justement par peur de la Russie. C'est important de le savoir, parce qu'aujourd'hui, à nouveau, la Russie et la Turquie sont dans une phase de fort antagonisme. Là, par peur finalement de la situation qui résultait de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, la Turquie a jugé, et j'ai eu la chance de travailler avec des diplomates qui avaient signé cet accord, enfin qui avaient
qui avait été à l'origine de ce, enfin, qui avait participé à ce tournant diplomatique il y a 20-25 ans, au moins de côtoyer dans des conférences ces diplomates, ils expliquaient que justement, rentrer dans le bloc occidental, c'est-à-dire d'une certaine manière perdre une partie de son autonomie de décision, c'était d'une certaine manière la seule manière, la meilleure manière malgré tout de sauvegarder l'indépendance nationale. De là, souvent, d'ailleurs, des relations avec les Occidentaux ou avec les Américains qui sont des relations difficiles dès lors que la pression occidentale est trop forte sur la prise d'un certain nombre de décisions. Alors, en réalité, de ce point de vue-là, le projet européen de la Turquie est un projet qui est presque aussi ancien que la construction européenne contemporaine, qui a commencé justement dans le contexte de la guerre froide. La Turquie a accepté le plan Marshall en 1947, est entrée très vite au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire avant beaucoup d'États européens. Du fait de cette configuration stratégique de l'après-guerre, elle est entrée dans l'OTAN, à une époque où ni l'Allemagne ni l'Espagne n'en faisaient partie. Et elle a été tout de suite, dès que le traité de Rome a été signé, dès que la communauté européenne a commencé économique européenne a commencé à se développer, elle a été candidate à signer un accord d'association, elle n'a pas pu le signer tout de suite parce qu'il y a eu un coup d'État en 1960, et elle a finalement signé cet accord en 1963, et cet accord, notamment avec un discours de Walter Hallstein, évoque à terme l'idée d'une adhésion pleine et entière de la Turquie. Il a été confirmé par un protocole additionnel en 1970 qui a accru économiquement ces liens entre la Turquie et l'Europe. Bon, je ne veux pas non plus faire une histoire détaillée, mais vous rappeler quelques grandes dates. La formation de la candidature turque, la formulation tout au moins de la candidature turque, c'est 1987, c'est-à-dire, vous voyez, avant la fin de la guerre froide, sous l'impulsion d'ailleurs d'un homme politique qui a marqué les années 80, qui est Turgut Özal, qui avait déposé cette candidature, et pour qui Turgut Özal est un petit peu l'homme qui a normalisé les institutions turques après le coup d'État de 1980, et donc pour lui, justement, entrer dans l'Europe, d'une certaine manière, c'était un moyen aussi de ramener la Turquie dans un système pluraliste, de la faire évoluer vers un état de droit. Ça a été aussi un moyen de transformer son économie, puisque la période d'Özal est connue pour être une période de déréglementation, de privatisation. Face à cette candidature, la Commission européenne a opposé un refus courtois. Donc elle n'a pas dit à la Turquie qu'elle ne faisait pas partie de l'Europe, ce qu'elle aurait pu faire, comme elle l'a fait vis-à-vis du Maroc, mais elle a estimé qu'on pouvait ouvrir immédiatement des négociations, essentiellement pour trois raisons, des raisons économiques, la raison également des relations difficiles avec la Grèce, où effectivement il y a toujours des désaccords à la fois sur le partage du plateau continental amérindienne, l'appartenance de certaines îles, et bien sûr la crise chypriote. Donc ces trois raisons avaient été avancées pour dire qu'effectivement la Turquie ne pouvait pas tout de suite entrer dans l'Europe. Et ce qu'on a proposé au contraire à la Turquie, c'était faire ce qui était un peu prévu par l'accord d'association, c'est-à-dire signer un accord d'union douanière qui est prévu à 30 ans. Et la signature de cet accord d'union douanière est intervenue en 1995, ce qui fait que ça a fait d'ailleurs de la Turquie un pays très lié économiquement à l'Europe, bien que ne faisant pas partie de l'Europe. Alors, néanmoins, après l'accord d'union douanière, il y a une douche froide. Je vous rappelle que le contexte, c'est l'époque de la période post-bipolaire, le rideau de fer est tombé, l'Europe s'est ouverte. Et donc, bien évidemment, la grande problématique de l'époque, c'est la problématique de l'élargissement, au moment même où se pose aussi celle de l'approfondissement. Va-t-on élargir l'Europe? Et effectivement,
effectivement, l'Union européenne va faire assez tôt le choix de s'ouvrir aux nouveaux pays d'Europe de l'Est qui viennent PECO, pays d'Europe centrale et orientale, comme on disait à l'époque. Et elle va confirmer ce choix par le Conseil européen de Luxembourg, qui va décider d'ouvrir des négociations d'adhésion avec le PECO, Chypre et Malte, mais pas avec la Turquie. Et ça, c'est un premier camouflet qui est d'autant plus, je dirais, incroyable pour la Turquie que, eu égard à l'histoire, ces pays viennent juste finalement d'entrer dans un système économique et politique qui sont proches des pays d'Europe et on leur accorde tout de suite, en quelque sorte, l'adhésion, alors même que la Turquie, qui suit l'Europe, comme vous l'avez vu depuis les années 50, eh bien, finalement, se voit à nouveau opposer un refus. Néanmoins, c'est pas, là encore, on ne dit pas à la Turquie qu'elle n'a pas vocation à entrer dans l'Europe. D'ailleurs, on va commencer dès cette époque à faire un rapport d'évaluation sur la candidature turque toutes les années. Un premier rapport date de 1997. Et 2 ans plus tard, le Conseil européen d'Helsinki va reconnaître officiellement la candidature de la Turquie. Et c'est pourtant une époque qui est assez agitée en Turquie, puisque la Turquie a vécu une crise économique terrible à cette époque-là, et qu'elle vit un changement politique qui est très important, puisque arrive au pouvoir en novembre 2002, un nouveau parti politique issu de la mouvance islamiste turque, l'AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi, c'est-à-dire le Parti de la justice et du développement. Et néanmoins, quelques semaines après la victoire de l'AKP, le Conseil européen déclare que l'Union européenne est prête à ouvrir sans délai des négociations avec la Turquie dès qu'elle remplira les critères de Copenhague. Et cette ouverture des négociations interviendra en octobre 2005. Ouverture donc des négociations pour entrer dans une candidature pleine et entière. Mais vous savez qu'on ne négocie pas véritablement sa candidature à l'entrée dans l'Europe. On doit montrer qu'on est capable notamment de reprendre ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire en particulier de mettre en œuvre tout le droit qui a été établi, fabriqué par les institutions européennes. Donc d'une certaine manière, on est capable de le faire, on n'est pas capable de le faire, et notamment pour l'adhésion turque, ça se négocie au travers de 35 chapitres qui doivent être ouverts, qui entraînent des réformes profondes du système, pas seulement des réformes législatives, mais une adaptation aussi des structures. Et c'est lorsque l'on a refermé ces 35 chapitres, eh bien, qu'on est en mesure d'adhérer. Encore faut-il que cette adhésion soit confirmée par une procédure qui implique une acceptation de tous les États et une acceptation, bien sûr, du pays candidat. Donc voilà un petit peu où on en est. Vous voyez, depuis 2005, seuls 15 chapitres ont été ouverts, un seul a été refermé. Vous voyez ces chapitres, et en particulier ce qui est assez frappant, bon alors les grands pays de l'Union européenne, finalement, et c'est d'ailleurs frappant, il se trouve que j'étais en Turquie comme chercheur en 2008 sous la présidence française, donc je me souviens de cette époque, et notre ambassadeur qui avait une tâche très très difficile, parce que Nicolas Sarkozy venait d'être élu président de la République, et donc il devait maintenir les relations dans un contexte qui était très conflictuel, disait toujours à nos interlocuteurs, à ses interlocuteurs turcs, en fait, regardez, la présidence française, finalement, bien que la France ait émis des réserves et qu'elle ait bloqué certains chapitres, pendant sa présidence, eh bien, il y a eu 2 chapitres ouverts, c'est presque autant que pendant la présidence allemande. Mais force est de constater que depuis 2010, vous voyez, cette candidature est quasiment bloquée. Elle s'est ravivée un petit peu en 2013, sous la présidence lituanienne. Le chapitre 22 avait été ouvert. Et là, effectivement, comme le disait Henri, un nouveau chapitre, et c'est un peu un événement
vient d'être ouvert. Mais tout ça, ça fait que 15 chapitres. Et donc on est loin encore des 35 chapitres, surtout qu'un certain nombre de chapitres ont été bloqués. Un certain nombre de chapitres sont bloqués, ont été bloqués à l'époque de la présidence Sarkozy. Il y a surtout des chapitres qui ont été bloqués par Chypre, et donc par en fait, le refus de la Turquie d'appliquer l'accord d'union douanière à la République de Chypre. Et donc on est dans une situation effectivement d'enlisement un petit peu de cette candidature. Alors, avant de parler de cette actualité directe, il faut peut-être évoquer quels étaient les enjeux initiaux de cette candidature. Bien, il y avait d'abord des enjeux économiques. Les enjeux économiques, je vous rappelle que quand la Turquie a formulé sa candidature en 87, elle était très loin de ses résultats économiques d'aujourd'hui. La situation, et c'est un petit peu ce qui est particulier dans la candidature turque, c'est que la Turquie a formulé sa candidature d'ailleurs à une époque où les critères pour adhérer à l'Union européenne étaient, enfin, ce qui ne s'appelait même pas l'Union européenne, était beaucoup moins rigide qu'aujourd'hui. Même pas encore les fameux critères de Copenhague. Le concept n'était pas du tout formulé. Et certains, d'ailleurs, commentateurs turcs disent si on n'avait pas eu un coup d'État finalement à la fin des années 70, peut-être qu'on aurait pu prendre le train, monter dans le train qui avait été lancé par la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Donc, effectivement, dans les années 80, l'économie turque était dans une situation difficile. Il y a eu de la part du gouvernement Özal la volonté de s'ouvrir au marché, de privatiser, de s'adapter finalement aux exigences de l'économie de marché, parce que l'économie turque, malgré tout, depuis la période kémaliste, est une économie qui était quand même très étatisée, mais c'est la période aussi où la Turquie va vraiment s'ouvrir au monde, et notamment la Turquie va commencer à exporter en réalité vers les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale, et surtout pays d'Asie centrale, et la Russie en particulier. Ça va être vraiment le premier terrain d'expérimentation de cette économie turque émergente. Ceci dit, il y a des rechutes sévères dans les années 90, et surtout à la fin des années 90, en 2000-2001, il y a une crise économique et financière qui va nécessiter l'intervention du Fonds monétaire international, probablement la plus grosse crise que la Turquie ait connue. Et néanmoins, effectivement, il va y avoir un redémarrage très fort avec un taux de croissance très élevé dans les années 2000, qui va culminer en 2011 à un 11% de croissance au premier semestre 2011. Je crois que c'était le plus fort taux de croissance du monde. Vous voyez les structures d'économie turque, qui sont une économie effectivement en plein développement, avec une forte part de services, malgré tout, et une part finalement réduite sur le plan agricole, bien qu'on aurait plutôt tendance à penser effectivement, ce qui n'empêche que l'agriculture turque est effectivement une agriculture importante. Taux de croissance actuel, alors comme je dirais beaucoup d'autres pays émergents, la Turquie connaît depuis 2011 un tassement de son taux de croissance. Vous voyez le PIB par capita, les chiffres du chômage, de l'inflation. Le PIB global de la Turquie, c'est finalement le 17e dans les classements du FMI de la Banque mondiale. Et on a là des chiffres qui sont assez traditionnels dans les pays émergents. Si vous prenez le Brésil, on est un peu dans le même spectre, avec un pays qui a un très fort PIB, un pays très, bon, pour le Brésil c'est le 7e. Et quand on en vient à l'IDH, c'est l'index du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui prend en compte pour apprécier la richesse d'un pays, ou en tout cas le bien vivre dans un pays, pas simplement
le PIB, mais également l'alphabétisation, l'espérance de vie, eh bien, on se retrouve à la 73e place. Donc ce creux entre la richesse globale et puis finalement un index qui reflète le confort de vie dans le pays est assez intéressant à observer. Intéressant à observer le taux de fécondité, hein, puisqu'on est à peine plus de 2 enfants par femme. C'est-à-dire, finalement, paradoxalement, un taux de fécondité qui est très proche du taux de fécondité de la France, hein, et qui montre une transformation profonde aussi de la société turque, qui est d'ailleurs, je le signale aussi, majoritairement une société urbaine, hein, qui vit dans les villes. La Turquie est bien sûr membre de l'OCDE et du G20. Elle a d'ailleurs accueilli, présidé le G20 pendant la deuxième partie de l'année 2015. Donc, en réalité, sur le plan économique, même si dans cette économie demeure une part d'économie informelle qui reste malgré tout importante, il y a eu finalement une évolution économique et d'une certaine manière, même s'il y a de fortes inégalités, un enrichissement malgré tout de la population important au cours des années de vie, et des changements de mode de vie qui sont très très bien. Un autre enjeu, c'était l'enjeu stratégique. C'était l'enjeu stratégique parce que la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous mettre une autre carte qui était un peu une carte de la Turquie pendant la guerre froide, et là on voyait bien un intérêt stratégique finalement de la Turquie, qui était le seul pays de la mer Noire à n'être pas dans le bloc communiste, qui contrôlait les détroits, qui était le seul pays finalement de l'OTAN à avoir une frontière commune avec l'Union soviétique. Donc un pays qui a été, par exemple, pour l'installation du missile, qui est le cœur de la crise de Cuba, par exemple, qui a été un pays crucial pendant la guerre froide. Mais cette position stratégique s'est confirmée dans le monde post-bipolaire, au moment de la guerre du Golfe et dans les différentes déstabilisations qui ont pu avoir lieu au Moyen-Orient, donc c'est un allié très important pour les Occidentaux. Et d'une certaine manière pour l'Europe, parce que, bon, vous le savez, même s'il y a une politique étrangère et de sécurité européenne, la sécurité et la défense de l'Europe n'est pas vraiment assurée par l'Europe elle-même, mais assurée dans le cadre de l'OTAN. Et d'ailleurs, la Turquie est associée à la politique étrangère européenne au travers d'opérations, en particulier d'opérations de maintien de la paix en Bosnie, à travers de Floraltea. Il y a une participation de la Turquie, et ça d'ailleurs se pose le problème avec Chypre, qui n'est pas membre de l'OTAN, et la Turquie étant membre de l'OTAN, on s'oppose respectivement des interventions ou des interférences dans les politiques de l'OTAN et les politiques de l'Union européenne régulièrement. C'est un sujet assez compliqué. Mais la Turquie encore a confirmé son importance stratégique, bien qu'elle ait eu une politique souvent avec Recep Tayyip Erdogan qui était assez conflictuelle avec ses alliés occidentaux. Elle a malgré tout accepté, aux grandes dames de l'Iran d'ailleurs, le bouclier antimissile de l'OTAN, qui a été installé à Kürrecik, dans le sud-est de la Turquie, dès 2010. En outre, il y a des enjeux, on peut ajouter à ces enjeux stratégiques, des enjeux énergétiques. Des enjeux énergétiques, la Turquie étant devenue une sorte de hub pétrolier et gazier. Vous voyez là, bon, le schéma d'ailleurs mériterait d'être actualisé avec l'oléoduc BTC qui évacue le pétrole de la mer Caspienne vers le port de Ceyhan, qui est très important. La problématique surtout du couloir sud de l'Europe en matière gazière, qui est un problème que pose l'Union européenne et la Russie, et la Turquie a un peu joué d'ailleurs sur les deux tableaux en participant à des projets avec la Russie comme le South Stream et à des projets européens comme le Nabucco. À l'heure actuelle d'ailleurs, je dirais qu'on est reparti sur de nouvelles bases pour de nouveaux projets, mais il semble bien que les projets avec la Russie soit gelé pour très longtemps.
Mais il y a d'autres négociations en passe, puisque vous savez qu'en matière de gaz, on en trouve de partout à l'heure actuelle, et que la grande affaire, c'est l'évacuation du gaz qui se trouve en Méditerranée orientale, au large d'Israël, au large de l'Égypte. On a découvert très récemment le gisement Zohr, qui est le plus gros gisement, et bien évidemment la Turquie actuellement, qui est d'ailleurs en train de tenter de restaurer ses relations avec Israël, pourrait être aussi une des étapes essentielles pour l'évacuation du gaz israélien vers l'Europe, si toutefois le projet. Donc, enjeu stratégique, enjeu aussi, bien sûr, enjeu politique et de mémoire. En l'occurrence, dans l'idée de faire entrer la Turquie dans l'Europe, la communauté puis l'Union européenne, il y avait cette idée d'achever un passage à la démocratie et à l'état de droit après, je dirais, une histoire complexe, effectivement, de la moitié du XXe siècle. La Turquie a d'ailleurs une histoire différente de ce point de vue-là de celle de l'Espagne, du Portugal ou de la Grèce, parce que elle a basculé dans le pluralisme au moment de la guerre froide, voilà, en acceptant une pluralité de partis politiques, en organisant des élections. C'est d'ailleurs probablement un de ces héritages de ce point de vue-là important, c'est qu'effectivement il y a une vraie tradition électorale et une vraie tradition du vote, en tout cas qu'on ne retrouve pas ailleurs au Moyen-Orient, et néanmoins un système très ambigu, qu'un de mes collègues a qualifié de système Janus, parce qu'il y a deux phases. Il y a d'un côté la phase claire, la phase brillante, c'est-à-dire celle d'un régime constitutionnalisé, parlementaire, qui organise régulièrement des élections. Et puis, il y a celle plus noire, effectivement, du pouvoir d'État, qui s'est traduit, bon, je ne peux pas aller plus loin ici, mais on pourra en reparler le cas échéant, par finalement 4 coups d'État depuis 1960, en 60, 71, 80 et 97, le dernier étant une subtilité d'ailleurs assez incroyable, puisqu'on l'a appelé le coup d'État postmoderne, en tout cas c'est le nom que l'ont donné les intellectuels en Turquie. Au départ d'ailleurs, l'avènement de l'AKP, c'était une autre époque, ne paraît pas vraiment remettre en cause ce projet, paraîtrait même plutôt le favoriser, parce que l'AKP est finalement un phénomène qui débloque un peu le système après plusieurs années justement de blocage et un nouveau coup dont je parlais, ce coup d'État postmoderne. Et donc, d'ailleurs, pour ouvrir les négociations, la Turquie fait effectivement des réformes constitutionnelles qui sont assez importantes, notamment celle de 2001, avec une démilitarisation, un toilettage de la partie sur les droits de l'homme, et puis derrière des paquets d'harmonisation, ce qu'on appelle, qui réforment profondément les codes civils, les codes pénals, imparfaitement d'ailleurs, on pourra y revenir. Il s'agit de réaliser finalement une sorte de transition démocratique qui semble avoir marché. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien sûr qu'elle n'a pas marché aussi bien qu'on le croyait, en Espagne avec la transition, ou en Grèce avec la métapolitesse, c'est-à-dire la transition, le changement politique, ou bien au Portugal. Et ces réformes, néanmoins, vont nettement se ralentir au milieu des années 2000, notamment à partir de 2007, alors même qu'il y a à l'intérieur du système politique de la société turque une polarisation politique qui s'accroît. Bien que formellement cet aspect-là ne fasse pas partie des critères exigés, la question de la mémoire est aussi très importante. Avec l'affaire, vous voyez ici le Parlement turc, mais vous voyez ici une photo qui est la première célébration, une manifestation dans les rues d'Istanbul qui, en 2010, a célébré pour la première fois la mémoire du génocide arménien, en avril 2010. Alors, il va y avoir un changement de ton sur certaines questions, pas de reconnaissance du génocide, mais
un changement de ton du nouveau régime, notamment avec des colloques, avec une pétition en 2008, et même cette manifestation en 2010. Voire sur d'autres sujets de l'histoire est un sujet qui est très polémique en Turquie, très discuté dans les magazines, les médias qui donnent lieu à des polémiques sans fin, en particulier sur la question de Dersim, le massacre de Dersim des années 30, même si parfois d'ailleurs, comme ça sera le cas dans Dersim, il y a aussi ces phénomènes sont instrumentalisés pour des raisons politiques, tactiques à l'intérieur du système. Un autre enjeu, et c'était le dernier grand enjeu, c'est bien sûr l'enjeu kurde. Il y a, on ne va pas revenir là encore sur toute l'histoire de cette affaire kurde, qui est effectivement là aussi très complexe, dans la mesure où elle dépend en plus de plusieurs États, l'histoire de plusieurs États, mais disons qu'il y a effectivement une guérilla kurde organisée en 1984. Ça a été d'ailleurs, je dirais, une des conséquences directes du coup d'État, de la répression du coup d'État de 1980. Et cette guérilla entame bien évidemment les chances d'évolution de la démocratie turque, la démocratisation, parce que, par exemple, elle suppose bien évidemment des mesures qui sont des mesures d'urgence, des mesures qui dérogent à l'état de droit. Alors, il y a eu une évolution néanmoins qui a été un petit peu voilée, mais qui est, quand on regarde les choses en détail, qui n'est pas inintéressante à observer, dans les années 90, avec l'apparition d'une formation kurde au sein même de la vie politique turque, même si elle ne se déclare pas comme kurde. Le problème, cette formation a été dissoute régulièrement par la Cour constitutionnelle. Vous voyez là, finalement, un petit peu le cimetière des partis kurdes créés en Turquie depuis 1991, le DEP, le HEP, le DEP, le SDEP, le HADEP, le DEAP, le BDP, le BDP. Bon, c'est vrai que le dernier, le BDP, qui a engendré aujourd'hui ce qu'on appelle le PDP, c'est-à-dire le Parti démocratique des peuples, n'a pas été dissous. Il s'est lui-même transformé pour donner naissance à un nouveau parti, et qui a bien évidemment fait parler de lui au cours des derniers mois. Néanmoins, malgré cette ouverture, je dirais qu'il y a l'une des parlementaires élue en 1991, Leyla Zana, que vous voyez ici, sera arrêtée en compagnie de deux autres parlementaires. Elle restera jusqu'à 2004 en prison. Donc malgré cette entrée timide, je dirais, de la question kurde dans le système politique officiel, les réactions sont souvent violentes et cette portée limitée. Et puis, la guerre contre la guérilla se poursuit. Le leader du PKK, Abdullah Öcalan, sera arrêté en 1999, condamné à mort, mais finalement, il sera gracié, notamment. Alors là, on voit bien le rôle qu'a joué effectivement la candidature à l'Europe, parce qu'il y aura la suppression de la peine de mort dans le cadre des réformes européennes. Et donc, on a aussi le sentiment, après la prise de pouvoir de l'AKP, que cette question va plutôt s'améliorer, parce que l'AKP a une approche différente de la question kurde, moins étatique au départ, autre période, puisqu'on va revenir sur les développements récents, et ils sont bien sûr bien différents. Mais Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, qui est à l'époque le leader de l'AKP et qui est à l'époque le Premier ministre, marquera en 2005, ça le premier dirigeant turc à reconnaître officiellement qu'il existe un problème kurde en Turquie. Il se trouve qu'il y a quelques mois, il a expliqué que le problème kurde n'avait jamais existé. Donc il a changé sur ses positions, on va y revenir, mais c'est bon de rappeler certaines évolutions du personnage. Alors, tout ça, voilà, un petit peu enjeu économique.
finalement, on voit que la Turquie a changé de statut économique, et qu'elle aurait plutôt tendance, de ce point de vue-là, à avoir fait progresser sa candidature, parce qu'elle est dans une situation économique qui est bien meilleure que celle de plusieurs États membres actuellement de l'Union européenne. En revanche, sur le plan stratégique, on va en reparler, mais surtout sur le plan politique et sur le plan de la question kurde, les espérances, je dirais, se sont un petit peu retournées et ont un petit peu évolué. Alors, j'en viens justement à l'enlisement de la candidature et aux enjeux actuels. Bien sûr, cette candidature, l'une des causes de son enlisement est probablement, vient probablement de l'Europe et vient notamment de l'opposition d'un certain nombre de pays d'Europe, ça indiscutablement. Mais je voudrais ici surtout parler des raisons propres à la Turquie, des raisons qui ont gêné, parce que les raisons notamment européennes, je pense que vous les connaissez, mais je voudrais parler justement ici surtout des causes turques de cet enlisement de la candidature et pas tellement des causes européennes, tout en étant bien clair sur le fait que je suis parfaitement conscient de ces raisons européennes qui participent aussi au blocage de la candidature actuelle. Alors, la première raison, je pense que c'est celle d'une évolution politique et, bon, pour simplifier les choses, je parlerai d'une rigidification politique. C'est vrai qu'on parlait dans les années 2000, un journaliste chef du service monde du journal Libération parlait même d'une révolution du Bosphore, en évoquant justement cette évolution qui avait été provoquée dans les années 2000 par l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Et c'est une période probablement qui était plus libre que la période d'aujourd'hui, indiscutablement. Le tournant, je crois qu'il a été pris au début des années 2010, en particulier en 2011, lors du début de la troisième législature de l'AKP au pouvoir. Législature, c'est 2002, 2007, 2007, 2011, 2011, 2015 et 2015 étant la quatrième véritable législature, même si elle a été perturbée à ses débuts par des élections à répétition, en particulier des élections anticipées. Donc, on a eu, à partir très nettement, notamment à partir de, bon, il y avait déjà les signes antérieurs, là, c'était très clair, une dégradation des droits et libertés, en particulier avec des emprisonnements de journalistes, qui sont assez caractéristiques, qui tiennent d'ailleurs aussi à la complexité de l'AKP lui-même, les conflits intérieurs au sein de l'AKP, on pourra y revenir si vous voulez. Également, bon, elle s'est manifestée, cette rigidification politique, dans la gestion des événements de Gezi. Ces événements de Gezi, ce sont ces manifestations qui vont affecter la Turquie 80 villes en l'espace de quelques semaines et qui vont se poursuivre d'ailleurs dans les mois, de manière diffuse dans les mois qui suivent, et notamment pour la manière qu'aura le gouvernement de gérer ce mouvement, la répression de ce mouvement. Cette rigidification politique, elle s'est traduite aussi par des conflits à l'intérieur même de l'AKP, notamment avec l'affrontement entre l'AKP, l'appareil de l'AKP et la mouvance, donc la mouvance au pouvoir, et le mouvement Gülen, qui avait joué un rôle très important d'ailleurs dans l'accession de l'AKP au pouvoir, et qui va se traduire, bon, la lutte déclenchée contre le mouvement Gülen va déboucher sur des purges absolument sans précédent, en particulier dans la police. À peu près, près de 100 000 policiers ont été déplacés, replacés, licenciés. C'est également dans la justice.
Je dirais que ces événements, à la fois les événements de Gezi, vous voyez ici une des photos les plus symptomatiques des événements de Gezi, il s'est avéré d'ailleurs que c'était une universitaire, hein, me semble-t-il, de l'université du Yiddish ou de technique université, je ne sais plus laquelle des deux, qui a été aspergée par des gaz lacrymogènes, et cette dame à l'arme rouge est devenue un petit peu l'un des images emblématiques, hein, avec le pingouin, hein, des événements de Gezi. Et dessous, alors la photo est beaucoup plus contemporaine, hein, c'est le journaliste Jan Dündar et les journalistes Jan Dündar et Erdem Bull qui ont été emprisonnés, hein, et qui sont toujours emprisonnés à l'heure actuelle, notamment pour avoir publié des reportages, hein, sur l'aide de camions des services de renseignement turcs qui auraient apporté de l'aide, hein, justement à des milices de l'opposition syrienne dans le nord de la Syrie au début de l'année 2014. Et ce reportage, publié en pleine campagne présidentielle, en pleine campagne législative, pardon, cette année, a entraîné en réalité une arrestation de ces journalistes. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu typique, hein, de cette rigidification, du tour qu'a pris cette rigidification. Elle se double également, cette rigidification, par un enlisement politique. C'est vrai que l'AKP a repris un des grands projets qui a d'ailleurs toujours animé la classe politique turque depuis pratiquement les années 80, puisque la Constitution, quand même, a été l'œuvre d'un coup d'État. La Constitution actuelle de la Turquie de 1982, bon, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, elle a été réformée plus de 17 fois, mais réformée parfois de manière très radicale au moment de la formulation de l'ouverture, tout au moins au moment de la procédure, du lancement de la procédure d'ouverture de la candidature. Mais il y a ce grand projet de réformer pratiquement tous les partis politiques. On parlait de réformer la Constitution. Mais le débat, bien sûr, a pris un tour très tactique, parce que réformer la Constitution, ça peut vouloir dire, en réalité, sanctuariser le pouvoir de l'AKP au pouvoir. Hein. Bon, il y a eu des réformes constitutionnelles qui sont intervenues depuis 2007, 2010, en particulier l'élection du président de la République au suffrage universel en 2007, réforme du pouvoir judiciaire en 2010, en 2013, des tentatives, hein, de réforme également. Et puis, depuis 2012, finalement, au départ, ce qu'on avait compris de ces réformes, c'est que c'était surtout des réformes qui devaient, hein, finalement apparaître l'état de droit, la démocratie, voire aborder le problème kurde, et notamment le problème de l'organisation de l'État. Mais depuis 2012, en fait, c'est un autre débat constitutionnel qui a pris le pas sur ce débat constitutionnel, hein, essentialiste, hein, sur les droits de l'homme. Hein, c'est un débat sur l'architecture constitutionnelle et le fonctionnement constitutionnel de la Turquie, hein, avec l'idée de présidentialisation du système et d'établissement. Et on peut dire que cette présidentialisation a un peu pollué en réalité le débat initial sur la réforme constitutionnelle. Et il faut dire aussi que des réformes sont intervenues step by step, hein, et que la réforme de 2007, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel, qui ne s'est traduit pour la première fois par une élection présidentielle qu'en 2014, hein, c'est-à-dire 7 ans après l'élection du président Gül, encore par le Parlement en 2007, avant la réforme. Eh bien, c'est un petit peu comme ça s'est produit pour la France, hein, avec la Ve République et la réforme constitutionnelle de 62 sur l'élection du président de la République au suffrage universel. L'élection de Recep Tayyip Erdogan, une personnalité comme Recep Tayyip Erdogan, au suffrage universel,
a transformé en réalité le système politique turc, qui était un système parlementaire, moniste assez traditionnel, où le président, le premier ministre en réalité, était véritablement le chef de l'exécutif et déterminé, conduisait la politique nationale, eh bien, a transformé ce système en un système semi-présidentiel à la turque. Mais, en dépit des pouvoirs de ce fait qu'il a acquis et qu'il s'est octroyé, d'ailleurs, du fait de la légitimité qu'il a gagnée par le suffrage universel, Recep Tayyip Erdogan n'a pas abandonné ce projet de présidentialisation du système. Pourtant, il a connu un revers, le revers de juin, du 7 juin des élections législatives du 7 juin 2015, qui a été d'ailleurs le premier véritable revers de l'AKP depuis 2002. Ce revers, c'est finalement la perte par l'AKP de sa majorité absolue qui lui permettait de gouverner seul depuis 2002. Et ça a été évidemment une déception très forte parce que Recep Tayyip Erdogan était parti en campagne, alors même d'ailleurs qu'en Turquie, ce n'est pas le rôle d'un président que de mener des élections législatives, mais était parti en campagne avec pour objectif carrément d'avoir 400 députés sur 550 et donc de pouvoir avoir une majorité renforcée pour réformer toute seule la Constitution. En réalité, on va le voir, ce qui a empêché l'AKP de regagner sa majorité, c'est la montée en force d'un nouveau parti politique qui est le Parti démocratique des peuples, c'est-à-dire effectivement le dernier avatar des partis turcs parlementaires en Turquie, qui a franchi la barre des 10% de voix et qui a créé d'ailleurs une sorte d'effet parce qu'il a été soutenu non seulement par les Kurdes, et en particulier par les Kurdes qui votaient traditionnellement pour l'AKP, enfin ceux parmi eux qui votaient traditionnellement pour l'AKP, mais aussi a été rejoint par de nombreux Turcs parce qu'il il est apparu comme une nouvelle force politique qui, en plus, à partir du moment où on franchissait le seuil de 10%, permettait, d'une certaine manière, même si on n'était pas majoritaire, d'infliger un camouflet à l'AKP. Vous voyez ici la personnalisation du pouvoir avec Recep Tayyip Erdogan dans son palais. Il s'était d'ailleurs fait construire d'abord ce palais comme Premier ministre, parce qu'il ne savait pas s'il allait rester finalement Premier ministre, ça devait être le siège du gouvernement, en tout cas le siège du Premier ministre, et finalement ça s'est transformé en siège présidentiel, et ça symbolise effectivement tous les chefs d'État qui sont reçus dans ce palais, ça symbolise véritablement cette présidentialisation et cette personnalisation du pouvoir. Revers de l'AKP en juin 2015, donc une situation, effectivement, une crise politique, mais échec du gouvernement de coalition, et finalement, dans un contexte, on va en reparler, qui est un contexte extrêmement difficile, actuellement, où on a véritablement dans le sud-est des zones d'insurrection urbaine, dans un contexte aussi qui est celui des attentats. Je vous rappelle que la Turquie, depuis la fin de la campagne électorale de juin, a connu 4 attentats. Un à la fin de la campagne électorale de juin, bon, c'était soldé par 3 morts, donc on en a peu parlé, mais surtout l'attentat de Sorouch en juillet, qui a traîné d'ailleurs une reprise de la guérilla, en particulier dans le sud-est, surtout l'attentat de la gare d'Ankara, plus de 100 morts dans la capitale turque même, et le tout dernier attentat du 12 janvier 2016 à Istanbul, à Sultanahmet, au cœur du quartier historique d'Istanbul. Donc, effectivement, on pourra en reparler, mais ce qui a joué dans ce nouveau succès de l'AKP, c'est probablement ces tensions et cette incertitude qui planait, mais ça tient aussi, on le voit bien, au système politique qui finalement ne permet pas. Il y a eu l'échec d'un gouvernement de coalition, c'est vrai que
Recep Tayyip Erdogan lui-même a tout fait pour provoquer des élections anticipées, pour l'échec de ce gouvernement de coalition. Mais c'est vrai qu'on voit que, et c'est un des problèmes en fait du fonctionnement de ce régime, l'alternance politique est difficile parce que les trois partis politiques qui sont au Parlement et qui sont en fait les Kurdes du HDP, les nationalistes d'extrême droite du MHP et les kémalistes, dont vous voyez le leader à droite, Kemal Kılıçdaroğlu, en compagnie du Premier ministre de l'AKP et Premier ministre actuel turc, ancien ministre, chef de la diplomatie turque, Ahmet Davutoğlu, bien, ces trois partis d'opposition, en réalité, ne peuvent pas former une alliance, et lorsqu'ils étaient majoritaires en voix, n'ont pas pu former une alliance pour gouverner. On ne peut pas penser que le parti kurde gouverne avec l'extrême droite, qui passe son temps à dire justement qu'il faut stopper toute négociation, empêcher tout processus de paix avec les Kurdes. Donc, cette situation fait qu'en fait, politiquement, je crois aussi qu'une des causes de la nouvelle victoire de l'AKP au 1er novembre 2015, c'est cette impossibilité d'alternance et le fait que beaucoup de Turcs ont lâché, les Kurdes ont lâché le choix qu'ils avaient fait en juin, parce qu'ils avaient peur de l'instabilité d'un pays qui était plus gouverné. Alors, c'est aussi cet enlisement, l'échec kurde de l'AKP. Je disais tout à l'heure, l'optimiste qu'on pouvait avoir, ou qu'on commençait à avoir dans les années 2000, notamment avec les déclarations de Recep Tayyip Erdogan, oui, il y a eu des tentatives pour résoudre la question kurde. Il y a eu trois tentatives, en fait, ce qu'on a appelé l'ouverture démocratique. Donc, on a tenté, le gouvernement a pris contact avec le parti kurde pour essayer de provoquer une réforme au sein du Parlement. Mais cette affaire a été sans lendemain. En plus, la Cour constitutionnelle, entre-temps, a dissous le parti kurde. Donc, l'affaire a été assez vite entendue. Le processus d'Oslo, qui lui était un processus secret, qui a consisté en des contacts à Oslo entre le PKK, c'est-à-dire l'organisation rebelle kurde et menant la guérilla, et les services de renseignement turcs sont déroulés en 2010-2011. Et enfin, ce qu'on a appelé le processus de paix depuis 2013, qui a été initié par des contacts entre finalement le gouvernement turc, des représentants du gouvernement turc, le parti kurde également, qui a fait en quelque sorte la navette entre lui et les institutions du PKK réfugiés en Irak du Nord, dans les montagnes de Kandil et à l'extérieur de la Turquie. Des négociations finalement entre le gouvernement et le leader emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan. Alors, ça a débouché sur quelques gestes spectaculaires. On se souvient par exemple de la fête de Newroz, où on a lu Ali Diyarbakır, un discours d'Abdullah Öcalan appelant à la paix, en turc et en kurde. Et là encore, au printemps 2013, il y avait un certain nombre de processus qui avaient été mis en route, en particulier l'idée de désarmer le PKK, en tout cas de faire partir, de faire sortir de la Turquie les troupes du PKK. Ça a commencé timidement, mais en réalité, ce processus a été télescopé par l'arrivée des événements de Gezi. Et les événements de Gezi ont fait passer au second plan le gouvernement a d'autres chats à fouetter en quelque sorte. Et depuis, derrière, ensuite, l'agenda politique était très difficile pour reprendre ce processus, parce qu'il y a eu, en 2014, c'était une année d'élection, il y avait des élections municipales en mars, et les élections présidentielles en août. Ensuite, il y a eu les élections législatives étaient au printemps. Le processus a d'ailleurs timidement été relancé, enfin même par des gestes assez symptomatiques en février, je pourrais y revenir, mais on a bien vu que pendant la campagne des élections de juin, en réalité, Recep Tayyip Erdogan se déguisait, c'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il avait pris le
problème kurde. Il s'est opposé véritablement à une reprise du processus en février, qui a eu lieu pourtant en février 2015. Et depuis, la situation a considérablement évolué parce qu'il y a eu l'attentat de Sorouch, la reprise de la guérilla, la création de ces zones. Je crois que c'est ce qui est très nouveau, c'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, la situation s'est aggravée comme jamais. Ça, c'est le centre de Diyarbakır. Hein. Donc, il y a actuellement plusieurs zones d'insurrection urbaine, des zones de couvre-feu. Et donc ça interroge tout de suite sur la capacité de la Turquie à continuer à mener sa négociation. Parce qu'on a des zones de couvre-feu, des zones de négation du droit, où d'ailleurs on ne sait pas très bien ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que récemment, des responsables d'organisations humanitaires le disaient, on ne sait plus ce qui se passe dans ces zones, où il y a des civils qui ont été tués également. Hein. On ne sait plus très bien ce qui se passe dans ces zones. Le PKK dit une chose, le gouvernement dit une autre chose, et il est quasiment impossible de vérifier, ou très difficile de vérifier de manière objective ce qui peut se passer dans ces zones. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une répression contre le PKK bien sûr, mais une répression qui a touché également des populations civiles, qui se traduit par un exode intérieur aussi. C'est-à-dire actuellement, les populations déplacées, il y a une reprise du phénomène des populations déplacées, il y aurait plus près de 100 000 personnes qui auraient été chassées finalement de leur habitation depuis septembre, puisque ce phénomène a commencé en août-septembre 2015. Je vais terminer, Monsieur le Président, par l'enlisement diplomatique. Là aussi, il y a eu une évolution de la politique étrangère turque dans les années 2000 avec le développement d'une nouvelle politique étrangère, cette politique dite de bon voisinage, zéro problème avec nos voisins, qui s'est traduite par des relations conflictuelles avec Israël et des ouvertures en direction des voisins, en particulier des puissances régionales, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Et à cette époque-là, d'ailleurs, certains, notamment lorsque la Turquie a signé un accord tripartite à Téhéran en 2010, qui se présentait signé avec le Brésil et l'Iran, qui se présentait comme une alternative aux sanctions américaines dans le dossier nucléaire, les Occidentaux se sont demandé si la Turquie changeait d'axe. Ce qui était très nouveau, c'était de voir la Turquie effectivement s'ouvrir à son environnement régional, alors que la caractéristique de la guerre froide et même du monde post-bipolaire était finalement une relation privilégiée avec les alliés occidentaux. Ceci dit, là encore, ces changements ont été télescopés par les événements, et notamment par les lendemains des printemps arabes. Le lendemain des printemps arabes ont ébranlé cette politique turque de voisinage. Et donc, au contraire, depuis 2012, ce sont des relations très conflictuelles qui sont apparues avec l'Égypte, en particulier l'Égypte de Abdel Fattah el-Sisi après 2013, mais aussi l'Iran, et aussi, tout dernièrement, ce qui s'est confirmé, bon, moi je n'en suis pas surpris parce que je l'avais dit haut et fort, mais avec la Russie, en dépit d'intérêts économiques très forts des deux pays. On le voyait très clairement dans les conférences internationales et dans les rencontres des leaders internationaux. On essayait de parler d'abord économie pour cacher ces désaccords, mais dès qu'on en venait aux questions politiques, et notamment à la crise syrienne, à la crise ukrainienne, on était sur des positions carrément antagoniques, et donc tout ça ne pouvait que mal finir. Et vous savez que ça s'est mal fini à la fin de l'année dernière, et que ça se passe toujours très mal à l'heure actuelle, et encore plus à l'heure actuelle, sur le flanc sud de la Turquie, avec cette présence russe qui s'est installée, et bon, qui n'est pas simplement un problème d'ailleurs pour la Turquie, mais un problème pour les Occidentaux. Je pense que si les Occidentaux ont évoqué en particulier Angela Merkel, qui était lundi en Turquie pour une réunion avec Ahmet Davutoğlu, dont il est sorti le fait d'un appel à l'OTAN,
ce n'est pas qu'un appel technique, mais je crois que c'est aussi pour montrer à la Russie qu'il y a un enjeu stratégique très important en la matière. Surtout la crise syrienne qui s'est transformée pour la Turquie en véritable cauchemar, puisqu'elle a dû accueillir plus de 2 500 000 réfugiés, et là, il faut voir que à ces 2 500 000 réfugiés s'ajoute 1 million de réfugiés irakiens, donc 300 000. Il faut voir ce que ça représente concrètement en Turquie à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des zones où il y a plus de réfugiés que de locaux. Des villes comme la ville de Kilis actuellement, d'ailleurs les responsables de l'AKP, j'ai vu qu'ils avaient proposé la candidature de Kilis au prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de réfugiés à Kilis que d'habitants locaux. Donc ça change effectivement la configuration ethnique d'un certain nombre de régions. Et indiscutablement, et c'est assez paradoxal parce que souvent le discours, en particulier le discours du président Erdogan est souvent assez critique, reste souvent très critique vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis des institutions internationales. Malgré tout, ce qu'on sent, c'est très nettement, c'est un retour de la diplomatie turque vers l'Ouest, notamment parce que, effectivement, l'ouverture, la politique étrangère, le soft power, les feuilletons turcs qui ont eu un succès considérable, bon, tout ça, effectivement, a amené beaucoup de gens à dire, ça y est, la Turquie, maintenant, est vraiment un pays du Moyen-Orient, un pays qui est en train de se détacher de l'Europe, mais quand on est face à une crise comme la crise syrienne, je veux dire, être dans l'OTAN, c'est une sécurité. Si la Turquie actuellement n'était pas dans l'OTAN, elle n'aurait probablement pas les mêmes relations avec la Russie. Elle ne pourrait pas se permettre de parler comme elle le fait à la Russie. Donc, effectivement, on voit bien que, même s'il n'en a pas vraiment une forte envie, il y a une sorte de retour tendanciel vers l'Ouest. Actuellement, il y a des négociations pour essayer de normaliser les relations israélo-turques à Genève. La Turquie s'est rapprochée alors de manière assez spectaculaire l'année dernière de l'Arabie Saoudite. De manière encore plus incroyable, elle se rapproche de l'Égypte, ou en tout cas elle cherche à renouer avec l'Égypte. Et elle est entrée, bon an, mal an, dans la coalition américaine anti-Daesh, ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce qu'on est dans une période de dichotomie à l'heure actuelle, où finalement, notamment depuis les attentats, on voit que désormais les services sécurité turcs essayent de démanteler les cellules de Daesh qui s'étaient installées en Turquie, et en même temps, où stratégiquement, finalement, des pays comme la Turquie, comme Israël, finalement, ont les mêmes positions sur la crise syrienne, c'est-à-dire surtout que Daesh ne s'effondre pas. Et donc, on se retrouve là dans des coups à plusieurs bandes qui sont assez surprenants. Alors, ma conclusion, c'est d'aborder très concrètement, et j'espère que ça ouvrira le débat, cette question retour vers l'Ouest, qui s'est traduit aussi très récemment par un accord, l'accord du 29 novembre 2015. Henri, notre président, en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui a débouché sur l'ouverture de nos chapitres, mais surtout cet accord laisse espérer une levée des visas à partir de 2016 pour les citoyens turcs venant en Europe, et surtout apporte 3 milliards, enfin théoriquement, plus de 3 milliards d'aides d'accueil aux réfugiés. Parce qu'effectivement, pour l'instant, la Turquie s'est débrouillée seule, elle a dépensé à peu près 8 milliards pour accueillir les réfugiés. Le HCR n'a mobilisé qu'à peu près 300 millions d'aides diverses pour l'accueil des réfugiés. Effectivement, ça serait la première aide significative pour cet accueil des réfugiés.
Mais le problème est assez paradoxal, c'est ça, c'est qu'on a cette réactivation subite de la candidature avec l'ouverture d'un chapitre. Quand on regarde les 2 derniers rapports de progression de la candidature turque, ils sont extrêmement critiques. Rapport 2014, rapport 2015. Et donc, en lisant ces rapports, on pouvait s'attendre à tout, sauf à une relance de la candidature de Turquie. Et vous pouvez comprendre pourquoi, eu égard à ce que j'ai dit précédemment. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce qu'il faut mêler progression de la candidature et gestion de la crise des réfugiés, qui paraissent être aussi 2 problèmes qui ne sont pas tout à fait assimilables et qui risquent de produire quand même des ambiguïtés assez fortes. Parce que, bon, vous voyez ici la signature, la dernière visite d'Ahmed Davutoglu à Bruxelles, où on a finalement des dirigeants turcs derrière le chef de la diplomatie turque, Mevlut Çavuşoğlu, qui sont tous sourires parce qu'il faut célébrer effectivement ce qu'on a appelé une relance historique de la candidature. Est-on bien en présence d'une relance historique ou est-ce que ce n'est pas une manière de gérer quelque chose qui est catastrophique? C'est-à-dire cette crise des réfugiés, la crise des réfugiés, c'est tous les jours. Il y a des dizaines de bateaux gonflables qui passent, mais chaque jour, je peux vous dire, je connais un petit peu cette côte qui est extrêmement dangereuse au large de la mer Égée. Il y a des coups de vent qui sont extrêmement dangereux. Ces bateaux, tous les jours, ils chavirent. D'ailleurs, on a eu cette image forte en septembre du petit Thaïlande Kurdi noyé sur une plage turque, mais actuellement, pour moi qui suis quotidiennement l'actualité de ce pays, je peux vous dire, des Thaïlande Kurdi, il y en a des dizaines tous les jours. Et il faut voir aussi que c'est une crise humanitaire pleine, puisque désormais, des derniers chiffres montrent que la majorité de ces réfugiés syriens, qui sont actuellement plus de 60 000 à la frontière turque dans le nord de la Syrie, la majorité de ces réfugiés syriens sont en fait des femmes et des enfants. Voilà. Je vous remercie et je suis prêt, bien sûr, à vous questions. On a sûrement des questions tout de suite. Enfin, on comprend quelque chose à ce sujet. Merci. Il a même répondu par avance à des questions qu'on a envie de poser. Mais comme son exposé se termine par une question, moi je la retourne, cette question. Faut-il effectivement lier ou favoriser? Moi qui fais partie des gens qui souhaitent effectivement que la Turquie rejoigne l'Union européenne, parce que, entre autres, on sent bien que parmi les gens qui sont opposés, il y a un peu la vieille conception de l'Europe chrétienne. Les partis de droite européens, à mon avis, ont ça un peu au fond du crâne. Moi, je me demande si effectivement il ne faut pas profiter du fait qu'on a avec les Turcs des intérêts communs en ce moment, qui sont la lutte contre Daesh, qui sont effectivement la question des réfugiés. On demande aux Turcs de jouer un rôle qui n'est pas négligeable par rapport au reste, par rapport à l'Europe. Et donc, si les Turcs, visiblement, étaient tout sourire en allant à Bruxelles, je serais à leur place, j'utiliserais effectivement ça pour faire avancer l'adhésion à l'Europe. Et je pense que, effectivement, ça serait une bonne chose, ça pourrait accélérer un peu le processus. C'est pas une question, alors. Non, mais non, c'est pas une question, mais j'aimerais bien avoir la réaction de Jean-Marc par rapport à cette analyse. Bien sûr. Ma réaction, c'est la suivante. Si on prend cette option, il faut le faire franchement, c'est-à-dire il faut considérer comme, je dirais d'ailleurs,
en un sens, comme c'est le cas, ça a été le cas dans la plupart des adhésions des pays précédents, c'est-à-dire déjà comme la Turquie comme un pays en phase de pré-adhésion. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, très concrètement, quand on voit à l'heure actuelle un des problèmes, la crise des réfugiés sur les côtes, c'est que, par exemple, Grecs et Turcs ne coopèrent pratiquement pas dans cette crise des réfugiés, à la fois dans la gestion des flux de réfugiés, également dans l'assistance aux flux de réfugiés. Alors même que, si on considère que la Turquie est un pays qui vraiment a vocation à adhérer, il faut qu'il travaille de manière complète avec les autorités européennes et qu'on gère, je dirais, par le haut, une situation qu'à l'heure actuelle, on gère plutôt par le bas. Bon, le problème de la crise des réfugiés, moi je suis ça depuis justement ses conséquences en Turquie. Le véritable basculement, il a eu lieu en 2013. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2013, enfin en milieu 2013, les réfugiés qui étaient moins d'un demi-million ont été accueillis dans des camps. Bon. À partir de 2013, on voit très nettement que les réfugiés ne sont plus accueillis dans des camps, qui sortent des camps et qui effectivement considèrent la Turquie comme une plaque tournante permettant d'aller ailleurs. Et à ce moment-là, moi ça m'a assez frappé, c'est qu'à ce moment-là où on était en présence d'un phénomène migratoire qui était très particulier, l'Union européenne négociait toujours sur son accord de réadmission, finalement, qui n'était plus vraiment tout à fait d'actualité, puisque le problème était de faire face à un afflux de réfugiés qui était tout à fait particulier, qui dépendait justement des crises, de la crise syrienne. Bon, actuellement, on a un afflux de réfugiés à nouveau, donc j'ai lu déjà que les chiffres sur les réfugiés, d'ailleurs qui sont très difficiles à connaître et à vérifier, on parle de 2 700 000 et l'un des vice-premiers ministres a dit que, alors probablement pour faire peur aux Occidentaux, mais que potentiellement l'offensive sur Alep dans le nord de la Syrie, c'était potentiellement 600 000 réfugiés à la frontière turque. Donc c'est une situation qui n'est pas seulement une situation de réfugiés, une situation de guerre, une situation de sécurité, et finalement on l'a géré toujours aussi avec cette idée, je pense, les Européens avec cette idée de dire « Ah, mais d'une certaine manière, la Syrie, c'est pas notre frontière, c'est loin de chez nous ». Or, en réalité, la crise des réfugiés est une crise, on le voit maintenant, qui est européenne, mais on pouvait le voir, à mon avis, dès le début de la crise. Parce que le Moyen-Orient est à notre frontière, ça fait partie de notre frontière et ça fait partie finalement du positionnement stratégique qu'a l'Europe. Et je crois que de ce point de vue-là, oui, si on lit effectivement la candidature de la Turquie avec la crise des réfugiés, alors effectivement il faut engager pleinement une nouvelle relation avec la Turquie et pas le faire de manière, je dirais, opportuniste, parce que ça se passera très très mal. En particulier, les premières réactions en Turquie à l'attitude de l'Europe, c'est-à-dire la réouverture de chapitres, l'obtention de crédits pour aider à l'accueil, ceux qui ont été le plus choqués, ce sont les partisans de l'Europe en Turquie, notamment les kémalistes, etc., qui ont même reproché à Erdogan de marchander en quelque sorte la candidature. On vous donne 3 milliards, donc vous acceptez les réfugiés. Qui ont accusé finalement la Turquie, enfin en tout cas le gouvernement turc, de faire de la Turquie une sorte de camp de concentration pour réfugiés, puisqu'on le voit bien, le discours de l'Europe actuellement est assez difficile à comprendre, c'est assez contradictoire, il est facile à comprendre, mais il est assez contradictoire. C'est-à-dire d'un côté on dit aux Turcs, ouvrez pour des raisons humanitaires votre frontière aux réfugiés, etc. Et d'un autre côté on dit surtout dans le nord et sur les côtes, il faut bien fermer la porte. Donc là, il y a effectivement beaucoup d'ambiguïté dans ce redémarrage de la candidature. Autre question. N'hésitez pas. Le micro n'est pas loin. Que pense l'opinion publique
turque par rapport à l'Europe? Parce que là, on a vu, je dirais, des gouvernants. Je dirais, que pense le peuple turc par rapport à l'Europe qu'on fait, je dirais, depuis les années 60 quand même. C'est ce miroir, enfin, cette adhésion à l'Europe. Et puis, comment vous voyez la résolution du problème kurde, pardon. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que c'est lors de l'organisation type fédérale? Comment vous voyez un petit peu les choses? Alors, que pense la... Est-ce qu'il y a un journal ou une presse pro-européenne? Ah oui, bien sûr. Qui évolue d'ailleurs, parce que cette presse aussi évolue au gré. Le débat, si vous voulez, c'est comme chez nous, le débat politique sur la question européenne, il est aussi fonction de problèmes politiques intérieurs, de tactiques de certains partis, etc. Mais il y a eu, les Turcs étaient traditionnellement, jusque d'ailleurs au moment de l'ouverture des négociations, très, très européens, même plus partisans, au moment où il y avait déjà une crise de l'euroscepticisme dans les années 2000, il y avait, en Turquie, il faut bien voir ce que ça signifiait, c'est-à-dire pour beaucoup de Turcs, c'était à la fois le développement économique, le développement politique, les choses ont changé après l'ouverture de négociations, et en particulier notamment à la fin des années 2000, quand la candidature a commencé à piétiner. Et d'ailleurs, dans le même temps, si vous regardez, la politique du zéro problème avec nos voisins n'est pas tout de suite lancée par l'AKP. Elle commence vraiment à se révéler à partir de 2007-2008, et puis son plein rendement, c'est entre 2009 et 2011 même. Et à cette époque-là, la Turquie, on a l'impression qu'elle a d'autres cartes dans son jeu. Et donc, ça affecte un peu l'opinion politique turque, notamment les gens qui votent AKP, qui disent, s'ils ne veulent pas de nous, on peut très bien s'en passer. En plus, c'est une époque faste aussi économiquement. On dit, après tout, quel intérêt on aurait à rentrer dans l'Europe, alors que l'Europe commence à connaître une crise. Vous savez, c'est l'époque d'ailleurs du début des printemps arabes, où cette politique a culminé. On parlait du modèle turc à la fois sur le plan économique, sur le plan politique. Et à cette époque-là, il y a eu une baisse très nette de l'aspiration finalement à entrer dans l'Europe. Même le sentiment est devenu minoritaire. Aujourd'hui, il est assez équilibré. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé les tout derniers chiffres, mais il faut les voir Eurobaromètre, puisqu'on a des chiffres qui sont assez précis, qui sont assez mesurés, mais il est assez équilibré. C'est la première question. Alors, résolution de la question kurde, que dire, c'est actuellement, on est dans une phase véritablement de régression, dans une phase de blocage total. Je dirais même que depuis, c'est ça qui est assez inquiétant, c'est cette dégradation, alors même qu'on était encore, en février. En février, il y a eu une conférence de presse conjointe entre le gouvernement et le parti kurde, qui prévoyait de relancer le processus de paix en 10 points. Et à l'époque, d'ailleurs, un leader pourtant extrêmement gauchiste du HDP avait parlé d'une relance historique. Et d'ailleurs, même pour Newroz, pour la grande fête kurde et turque, disons désormais de Newroz, il y avait eu un nouveau discours d'Abdullah Öcalan. Donc on a l'impression que... Mais on a eu ce blocage très très net de Recep Tayyip Erdogan, et moi je suis quand même pour l'instant, assez pessimiste, hélas, parce que, compte tenu de la situation, également de la configuration politique, parce que
il y a quand même une nouvelle configuration politique depuis l'affaire Gülen. La confrérie Gülen, c'est ce qui avait permis aussi à l'AKP d'enfoncer l'armée, avec les procès des procureurs qui ont amené à l'incarcération de 10% des généraux turcs. Et désormais, le conflit avec la confrérie Gülen, ça a aussi entraîné de la part du gouvernement actuel de l'AKP un retour vers l'armée. Tous les procès qui avaient été intentés depuis 2007 ont été annulés, hein, et les condamnations annulées. On a bien vu qu'il y avait et que finalement Erdogan joue aussi une carte actuellement qui est celle de l'État. Hein. C'est-à-dire, je maintiens l'ordre dans le sud-est. Et c'est une tendance forte qu'il a pris depuis la dernière campagne électorale. Dans ce cadre-là, on est dans une situation qui n'est pas très favorable à la résolution de la question kurde. Bon, l'autre aspect des choses, c'est qu'effectivement, voilà, on peut penser aussi qu'une telle situation ne pourra pas durer longtemps. Il faudra faire quelque chose. Où la Turquie, en n'abordant pas ce problème et en lui tournant le dos, risque très gros quand même dans le sud-est. Donc c'est ce qui laisse quand même un espoir. Ce qui laisse quand même un espoir, c'est que le HDP pour l'instant, hein, restons quand même prudents, mais pour l'instant est toujours un parti officiel et il a même d'ailleurs, il a perdu des voix effectivement dans les élections de novembre, mais moins que les nationalistes. De ce fait, il est même troisième parti désormais au Parlement avec 59 députés. Donc, il est là. Mais on est quand même dans une situation de tension, et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est une situation de tension qui n'est pas propre à résoudre ce genre de problème. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la polarisation à l'heure actuelle de la société turque, avec des gens qui sont très farouchement pro-Erdogan et des gens qui sont très farouchement hostiles à Erdogan. C'est des situations qu'on a déjà un petit peu connues par le passé. Il ne faudrait pas que cette situation s'éternise. Il faut qu'il y ait à nouveau une ouverture, et probablement s'il y a une ouverture, il ne pourra pas y avoir d'ouverture ou de décroissement des tensions sans une véritable volonté à nouveau d'aborder la question kurde. Je crois qu'il y a un jeune là-bas au fond. Ah. Oui, oui. Bon, pouvez-vous nous dire où en est la crise chypriote? Car c'est quand même un élément aussi important pour l'adhésion ou non de l'Union européenne. Et peut-être nous rappeler un peu les origines de cette crise aussi, et à votre avis, est-ce que vous êtes aussi pessimiste, toute proportion gardée pour cette crise que pour celle des Kurdes? Alors, comme le temps passe, peut-être prendre une ou deux questions comme ça, okay. Parce que le temps passe. Allez-y. J'ai vu dans le journal que le DFH, le leader du HDP, s'était rendu en Russie ces derniers mois. Je voulais savoir donc, si les Kurdes n'auraient pas plus tendance à se tourner vers la Russie, justement. C'est pas des questions simples. Mais c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, mais pas simple. Et une troisième comme ça, parce que le temps passe. Et il faudrait qu'on puisse avoir pas mal de questions. Après, mademoiselle, après. Alors, c'est pour moi une double question. J'aimerais savoir quelle est la position des États-Unis vis-à-vis du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et quelle est l'influence des États-Unis sur la politique étrangère turque. Parce qu'on entend souvent que la Turquie suit plus ou moins les volontés de Washington, mais j'imagine que c'est plus complexe. Est-ce que tu peux pas les faire trop long comme ça? Oui. Merci. Bon, sur Chypre, effectivement, vous savez qu'il y a à l'heure actuelle des procès. On est à nouveau dans une phase qui est faste, puisqu'il y a une fenêtre d'opportunité, un nouveau leader qui a été élu côté turc. On parle même d'une résolution de la question chypriote pour 2016, pour l'année à venir. Moi, là encore, je suis extrêmement prudent.
il m'est arrivé non seulement de travailler académiquement, mais même d'être consulté sur la question, participer à des consultations sur la question chypriote et la résolution du problème chypriote. Je crois qu'on est en présence d'un conflit qui est gelé depuis des années, qui est enlisé depuis des années, mais qui n'est pas ouvert. Donc on peut vivre malgré tout. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'intérêts, de gens qui ont intérêt aussi à ce que finalement on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Et dans ce genre de conflit enlisé, embourbé, c'est toujours très difficile d'en sortir. Et d'ailleurs, il y a déjà on a déjà vu un certain nombre d'éléments un petit peu qui permettent d'amener certains doutes, même si bon, les négociations ont l'air pour l'instant de bien se passer. Je serais quand même, moi je souhaite bien sûr que si ça se résout c'est très très bien, mais je reste prudent. Chat échaudé craint l'eau fraîche, parce qu'on a déjà eu des réchauffements. Je me souviens un réchauffement après l'élection du président Christofias, où on avait deux anciens du Parti communiste chypriote, le grec et le turc, qui avaient milité jeunes dans le Parti communiste chypriote unifié. On disait oh là là, ça va être une opportunité extraordinaire, puis finalement ça s'est très mal terminé. Donc prudence. Vous pouvez en quelques instants ce qu'est ce conflit, parce que même si les étudiants ici sont tous très cultivés, ah oui, ils ne savent peut-être pas tous exactement. C'est-à-dire, si on répond à toutes les questions, ça risque d'être très long. C'est un conflit qui remonte à l'indépendance de Chypre, enfin qui s'est surtout noué après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment dans le cas de la décolonisation avec les Britanniques, et qui s'est traduit dès les années 60 par l'indépendance de Chypre par des conflits entre les deux communautés, et qui c'est surtout, enfin le fond du conflit actuel, et le fait qu'en réalité il y a eu un coup d'État à Chypre au moment de l'effondrement du régime des colonels en Grèce, qui a provoqué une réaction turque, puisque la Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni étaient les garants de l'accord chypriote et d'accords d'équilibre d'indépendance chypriote. Et la réaction turque a été une occupation du nord de l'île, et depuis la Turquie n'est plus partie. En tout cas, s'est créée dans le nord de l'île une république autoproclamée turque de Chypre du Nord, et l'île de fait est toujours divisée en deux gouvernements, même s'il n'y a que la république de Chypre Sud qui est entrée. Pour compliquer le tout, alors qu'on disait il ne faut surtout pas que Chypre entre dans l'Union européenne tant que ce problème ne sera pas résolu, parce que ça crée une forte carotte pour résoudre le problème, Chypre est entrée désunie dans le... Et donc on ne sait pas, si vous voulez, ce qui va se passer, même si les deux présidents arrivent à un accord, on n'est pas sûr de ce qu'on votera des deux côtés. Hein. Donc si les gens accepteront l'accord. Donc c'est compliqué. Bon. Voilà. Alors, il y a une autre question sur Russie d'abord. Russie et Kurde. Alors, sur la Russie, effectivement, oui, Demirtas est allé à Moscou. Je vous dirais que personnellement, je n'ai pas bien compris, même si on comprend stratégiquement d'où ça procède, mais je trouve que probablement il n'aurait pas dû aller à Moscou. Y compris parce que à Moscou, vous avez dû voir que le PYD, le parti kurde syrien, qui est quand même très lié au PKK, vient d'ouvrir une représentation à Moscou, et qu'effectivement la Russie joue cette carte. Il y a même à l'heure actuelle, on parlait des politiques américaines, il y a une sorte de concurrence entre Américains et Soviétiques pour séduire les acteurs entre Américains et Russes, mais le lapsus est révélateur, entre Américains et Russes pour séduire les acteurs de la crise syrienne. Quand vous regardez bien, alors le Kurdistan, on le voit effectivement avec le gouvernement fédéral irakien de Bagdad,
vous regardez, les Américains continuent effectivement à soutenir ce gouvernement, en même temps les Russes, moi je lis de temps en temps les journaux de propagande russes expliquent aux Irakiens qu'ils sont les meilleurs, les champions de la lutte contre Daesh. Et là, cette concurrence, on l'a bien vu ces derniers jours, parce que le PYD est allé à Moscou, et en même temps, les États-Unis ont répété par la voix du porte-parole du département d'État qu'ils ne considéraient plus que le PYD était un mouvement terroriste. Ce qui a effectivement fait bondir les Turcs qui ont convoqué d'ailleurs aujourd'hui l'ambassadeur John Bass, l'ambassadeur des États-Unis à Ankara, parce que justement ils disent aux États-Unis de quel côté vous êtes. Donc je dirais que tous les acteurs dans ce conflit syrien jouent un rôle extrêmement compliqué. Et effectivement, là, je ne sais pas si Demirtas a bien fait de se positionner aussi fortement vis-à-vis en allant à Moscou comme ça. Je ne sais pas si c'était finalement une très bonne chose d'un point de vue stratégique. Parce que justement, alors pour le coup, il risque d'être accusé en Turquie de coller aux positions du PKK. Il faut savoir que ces positions, ces relations entre Moscou, le PKK et le PYD, elles sont très anciennes, elles remontent à l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique a des relations privilégiées avec les mouvements de libération, et le mouvement de libération, le PKK apparaissait comme un mouvement de libération marxiste-léniniste dans les années 70. Et tous ces mouvements étaient repris un petit peu par Poutine ou maintenus par Poutine et repris. Un peu d'États-Unis, je sais pas. Et les États-Unis, relations américano entre les États-Unis et la Turquie ne sont pas un long fleuve tranquille. Elles ont été, effectivement, il y a eu un alignement assez fort pendant la guerre froide dans les années 50, jusqu'au milieu des années 50. Après, depuis, ce qui a brouillé d'ailleurs les cartes, c'est la crise chypriote, parce que les Turcs ont vu que finalement, à Chypre, ils n'avaient pas le bénéfice finalement de cette alliance avec les Occidentaux. Et par la suite, on n'a pas eu une rupture, bien sûr, mais on a eu souvent des conflits et des malentendus. Le dernier d'entre eux étant, enfin, le dernier d'entre eux, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais c'est l'un des plus spectaculaires derniers d'entre eux, c'est le refus du Parlement turc de laisser débarquer les troupes américaines dans le sud-est de la Turquie pour attaquer l'Irak de Saddam Hussein par le nord. Et à l'époque, il y a eu effectivement un comportement américain qui était un comportement d'ailleurs très impérialiste, qui a dit bon ben on va pratiquement débarquer. C'était fait comme. Et moi qui me souvenais de ce que m'avaient dit les diplomates, on a fait ça non pas pour abdiquer notre indépendance nationale, mais c'était la seule manière de sauvegarder notre indépendance nationale. J'ai eu tout de suite l'impression que les États-Unis jouaient là avec le feu. Et la réaction turque ne m'a absolument pas surpris, parce que oui, tant que c'est notre sécurité, non si notre indépendance nationale est entamée. C'est un peu la procédure. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit que très souvent, il y a eu des relations qui sont inégales, quoi. Il y a deux questions de deux femmes, donc c'est bien. Ça équilibre un petit peu. Mademoiselle. Et après on arrête. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais savoir ce que vous pensez justement de cette division au sein de la population turque, des personnes qui sont pro-erdoganistes, qui restent conservatrices, et des personnes qui sont justement occidentalisées. Est-ce que vous pensez justement qu'aux prochaines élections, justement cette population pro-erdoganiste va plutôt s'éteindre et plutôt aller voter pour un autre parti, ou justement cet engouement pour l'AKP va continuer et va continuer en Turquie, et justement M. Erdogan restera au pouvoir et à la tête pour continuer ce qu'il a commencé? Voilà, dernière question et dernière réponse, merci. En fait, c'est assez difficile à savoir. Bon, disons qu'on a eu dans
lors des élections, il faut regarder les résultats des élections du 7 juin 2015, comparer, si vous voulez. Je ne peux pas vous répondre vraiment de façon sûre, mais je pense que essayer de comprendre, il faut aller voir les résultats électoraux, y compris si vous connaissez la Turquie, pas seulement globaux, mais département par département. Quels sont les départements qui ont basculé? On a des mouvements, si vous voulez, politiques entre juin 2015 et novembre 2015 dans le sud-est en particulier qui sont assez intéressants. En réalité, ce qui a fait le revers de Recep Tayyip Erdogan, enfin en tout cas de son parti en juin, c'est deux choses. D'une part, bien qu'il ait adopté vis-à-vis des Kurdes des positions qui étaient très nationalistes, il n'a pas obtenu le bénéfice de ce nationalisme parce que ceux qui s'opposent véritablement, ou qui ont le plus peur d'un processus de règlement, qui reprochent au gouvernement d'ailleurs le processus de règlement, ce sont les nationalistes. Et ceux-là, je dirais qu'une partie des voix qui votaient pour l'AKP, une partie des voix nationalistes qui votaient pour l'AKP, ont voté pour le MHP en juin, pour le parti ultranationaliste, qui a fait plus de 16%. Bon. Ces gens-là, pris par une autre peur qui était celle de l'instabilité en novembre, ils sont revenus vers l'AKP. Et puis l'autre grand déplacement de voix qui a eu lieu, c'était des déplacements de voix en faveur du HDP. Et ce déplacement de voix, il est venu effectivement d'un électorat de gauche dans les grandes villes, en particulier à Istanbul, voire d'un électorat kurde diffus, parce qu'il faut bien voir, on disait à Selahattin Demirtas, y compris d'ailleurs l'Union européenne lui a dit, mais vous prenez des risques en présentant la grande nouveauté du HDP lors des élections de juin 2007, c'était de présenter des listes et non pas de présenter des candidats indépendants. Mais présenter des listes, ça supposait qu'on ait plus de 10% au niveau national, parce que sinon, on n'avait pas de députés. Bon. Donc il a pris ce risque, mais il l'a pris parce que aux élections présidentielles, voilà, Erdogan avait gagné, mais la grande révélation des élections présidentielles, hein, c'était aussi Selahattin Demirtas qui avait presque fait 10%. Et donc, en présentant des candidats dans tous les départements, il a pu gagner des voix kurdes dans tous les départements, les voix kurdes qui ne sont pas dans les départements du Sud-Est. Il a pu également, et il a bénéficié aussi du fait de la position kurde dans le Sud-Est et finalement de l'échec des tentatives de règlement et même des positions très nationalistes qu'a pris Erdogan, il a bénéficié du ralliement de beaucoup de tribus kurdes qui votaient traditionnellement pour l'AKP depuis les dernières élections, parce que l'AKP, développement économique, parce que l'AKP était moins rigide que les partis précédents, laïcs, kémalistes, nationalistes, etc. Mais ces gens-là, à nouveau, comme les nationalistes, mais pour d'autres raisons, ils ont voté en novembre, ils sont revenus aussi vers l'AKP. Donc, je crois que c'est au travers de ce type d'analyse qu'on peut véritablement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui est effectivement, moi, ce qui me semble, quand je parlais de polarisation, bon, polarisation, il y en a depuis le début. Il y a les pro-AKP, il y a les contre-AKP. Mais ce qui me semble un peu actuellement dangereux, c'est cette situation un peu où tout le monde et tout débat dégénère là-dessus, où on est pour ou on est contre. Hein. Et ça me semble pas très bon. On a un recul du débat à l'intérieur, débat démocratique entre Turcs à l'intérieur du système. Et ça, c'est quand même inquiétant, je veux dire, parce que on a déjà vécu ce genre de situation un petit peu guerre civile larvée, notamment des années 70, à l'intérieur de la société turque. Et ça, c'est pas très bon, parce que finalement, on s'aperçoit que pour s'occuper des problèmes de la Turquie actuelle, il faut au contraire, il faudra parler, il faudra créer des espaces de débat, même si on n'est pas d'accord. Hein. Et c'est un peu cette capacité de la société turque à aborder ces débats, moi, qui me fait souci ces derniers mois.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous.